pour les organisateurs de cet événement qui me permettent à chaque fois de vulgariser l'information en ce qui concerne un certain nombre de domaines juridiques. Et le domaine qui nous concerne aujourd'hui revêt une importance capitale, comme vous le savez, c'est les conflits de travail ou le code du travail dans sa généralité. Le droit de travail étant un océan avec plusieurs paramètres. On va essayer de traiter, pour le temps qui nous est imparti, on va essayer de traiter le maximum d'éléments qui concernent le droit de travail et répondre à une multitude de questions. Et si vous le permettez, je vais essayer de m'arranger pour laisser un petit quart d'heure pour un échange et voir vos questions s'il y a des éclaircissements à rapporter. Bien. Alors, déjà, dans le cadre général, on parle du cadre juridique général, c'est-à-dire les conflits de travail, ils sont régis par quoi? Bien entendu, il y a le cadre général légal qui est le droit des obligations et des contrats, donc c'est le principe général qui dicte les relations. Il y a les lois, il y a les règlements, les contrats et la jurisprudence. Donc les lois, c'est la hiérarchie, c'est le cadre suprême qu'il faut respecter. Dans les lois, il faut savoir qu'il y a des lois qui sont prévues par la législation marocaine, le Code du travail, loi 65-99. Alors, dans la loi, dans sa définition, il y a deux éléments à retenir. Il y a la loi qui permet d'encadrer des relations, mais qui laisse l'opportunité aux parties de prévoir autre chose. C'est-à-dire, attention, ça c'est le minimum. C'est-à-dire, les parties peuvent déroger à la loi et prévoir d'autres dispositions dans les contrats, par exemple, à la condition que ce ne soit pas contraire à ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public, c'est ce que la loi ne vous permet pas de changer. Donc, si on dit que préavis, c'est 3 mois, c'est 3 mois. Donc, pour le préavis, par exemple, vous pouvez mettre le minimum, c'est 3 mois, mais rien ne vous empêche de mettre 6 mois, 8 mois. Donc, il y a des règles d'ordre public. Parfois, on dit c'est 3 mois, c'est 3 mois. Donc, la loi, elle peut être contournée si on peut prévoir des dispositions à condition qu'elles ne soient pas contraires à ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public, c'est les choses auxquelles on ne peut pas déroger. Donc, les règlements, en tout cas, ça concerne les grandes unités industrielles, c'est les règlements intérieurs qui sont mis en place par certains employeurs, eu égard à la nature de la prestation ou bien de l'activité. Parfois, on a besoin, même si la loi prévoit des choses, même si nous avons des contrats, la nature de l'activité donne le droit aux employeurs de mettre en place un système, un règlement afin de fluidifier les relations de travail. Donc les contrats, et ça c'est très très important, j'insiste là-dessus, parce que le contrat de travail n'est pas une obligation. Il faut qu'on le sache, ce n'est pas une obligation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Il est fortement conseillé d'avoir un contrat de travail pour avoir des indications claires sur les obligations et les droits de chacune des parties. Donc le contrat en matière de travail n'est pas obligatoire, le principe étant la liberté de la preuve. On peut rapporter la preuve par n'importe quel moyen. Témoignages, présomptions, je sais pas moi, des congés qui ont été accordés, des attestations. Donc tous ces moyens sont acceptables comme moyens de preuve. Néanmoins, le contrat demeure la preuve suprême et il est fortement conseillé de l'avoir. En fin d'intervention, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il va falloir y insérer une clause qui est d'une importance capitale. Donc je vais revenir à la fin d'intervention sur ça. Donc la jurisprudence. Alors la jurisprudence, pourquoi j'ai parlé de ça comme base? Parce que parfois la loi, et d'ailleurs le droit de travail dans sa généralité, il ne peut pas cerner tous les problèmes qu'on peut avoir dans une relation employeur-employé. Parfois il y a des cas sur lesquels la jurisprudence doit s'expliquer. C'est-à-dire à quel moment on parle d'abandon de poste. Bon, quelqu'un vous dit il va assigner son employeur en licenciement abusif. L'employeur se défend, celui qui a quitté son travail. La loi n'a pas prévu une disposition explicite dans la matière. C'est pour ça que la jurisprudence est intervenue, donc c'est l'amal qada'i, donc les arrêts de la Cour de cassation, qui ont instauré un principe selon lequel l'abandon de poste doit être établi, où l'employeur doit obligatoirement avoir préalablement envoyé une lettre pour inviter son salarié à revenir ou bien récupérer ou bien reprendre son poste. Donc la jurisprudence, elle peut éclaircir un certain nombre de choses si la loi, les règlements ou les contrats ne le précisent pas ou bien ne le traitent pas. Donc le cadre légal spécifique, comme j'ai dit, il y a le Code du travail, donc aujourd'hui il y a un texte spécial, mais il fut un temps où la règle générale c'était le dahi des obligations des contrats. Ça c'est le droit commun, le droit civil commun. Il y a des cas, l'article 230, dans la rédaction du contrat, c'est très important, il y a l'article 230. L'article 230, c'est très simple. C'est qu'on vous dit que le contrat, c'est la loi des parties.
Donc le juge doit s'en tenir à ce que les parties ont décidé entre elles et il est tenu de respecter leurs engagements, leur volonté, leur consentement. L'article 230 dit que les obligations valablement rédigées, établies entre les parties tiennent lieu de loi entre ces parties et ils sont opposables à la jurisprudence ou bien au juge de façon générale. Alors pour le cas précis de l'activité du pharmacien, donc la loi cadre, c'est la loi 1704 formant code du médicament. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues, bien sûr tout ce qui est déontologique, tout ce qui est responsabilité. Alors pourquoi j'insiste sur cette loi? Parce que c'est le cadre spécifique du pharmacien de façon générale. Néanmoins, même si la loi traite de l'activité dans son aspect, on va dire, technique ou déontologique, voire même parfois administratif, eu égard à ce que le pharmacien doit respecter en termes d'autorisation, etc., la loi encadre les relations entre pharmaciens et les collaborateurs qui sont dans l'activité pharmaceutique selon un contrat qui est censé avoir été validé par le Conseil. Donc c'est uniquement en termes de responsabilité que la loi traite les relations de travail, néanmoins elle reste soumise au cadre général qui est le Code du travail. Donc le Code du travail, c'est la loi 65/99 qui prévoit un certain nombre de dispositions. Vous savez, il y a des centaines d'articles. Je vais essayer de résumer tout ça en 3 phases. Il y a la phase pré-relation, c'est-à-dire la phase qui encadre les relations employeur-employé avant la vie du contrat, pendant la vie du contrat et après la vie du contrat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit respecter, qu'est-ce qu'on doit prendre comme mesure, comme précaution préalablement pour établir un contrat qui devrait normalement couvrir ou bien protéger, pour le cas présent, le pharmacien, voire même pour chercher un certain nombre d'équilibres, aussi l'employeur. Il faut qu'il y ait un équilibre dans les droits et les obligations. C'est pour ça que le contrat, il est important et il est soumis aux règles du Code du travail. Donc le contrat, d'abord, dans sa rédaction, dans sa préparation, on peut l'appliquer dans le cas de l'article 230, c'est la volonté des parties, et le Code du travail, il encadre un certain nombre de choses, par exemple le préavis, par exemple la durée du travail, par exemple le salaire, les indications et les énonciations nécessaires que doit comporter un contrat, on s'en tient à ce que prévoit le Code du travail. Donc quand je parle du contrat, c'est la phase pré-relation, parce qu'on prépare une relation qui est censée durer dans le temps. Je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais je vais partager ça avec vous à titre amical. Il y a 3 catégories de contrats, il n'y en a pas 2. Ce n'est pas le CDI et le CDD, il y a le CDI et le CDD, il y a une 3e catégorie, un contrat pour un travail déterminé. C'est-à-dire, il y a des cas où, par exemple, un promoteur immobilier a besoin d'un certain nombre de personnes pour édifier une construction et la relation de travail s'arrête avec l'édification de la construction. Donc, je ne suis pas dans l'esprit de poursuivre autre chose. Donc, les litinfid ou les litinfid amel muayyan. Donc, cette 3e catégorie, elle peut être importante au cas où il y aurait des périodes un peu différentes en termes de flux de travail. C'est-à-dire, je peux faire appel à quelqu'un parce que pendant le mois d'août, le mois de septembre, j'ai un petit peu une augmentation dans l'activité. Je peux faire appel à quelqu'un, mais avec un contrat, avec la précision contrat pour une durée déterminée ou bien pour un travail déterminé, pour le distinguer des autres catégories. Bon, maintenant, le CDD, on sait ce que c'est contrats à durée déterminée. Donc, on peut avoir des contrats à durée déterminée, mais il faut que ce soit expliqué de façon claire. Et le CDD, attention, on ne peut pas le prévoir pour une durée supérieure à 6 mois, c'est-à-dire 3 mois renouvelables une fois, ça nous fait 6 mois. Donc on ne peut pas continuer parce qu'il y a eu des contournements de loi pendant un certain temps où des employeurs avaient l'idée de dire écoutez, on va faire 3 mois, on va nous renouveler pour 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc il y a des gens qui ont fait 5 ans qui se sont retrouvés avec plusieurs CDD. Donc la jurisprudence dont j'ai parlé tout à l'heure a établi le principe on ne peut pas prévoir un CDD au-delà de 6 mois. Alors, comme j'ai dit, le contrat, c'est la relation pré-relation. Donc, il faut respecter un certain nombre d'obligations. Alors, conflit d'ordre professionnel. Alors maintenant, c'est pendant la relation. C'est-à-dire, on est passé du contrat à pendant. Quelle nature de conflits peuvent opposer? Moi, je pense que c'est pendant la séance de questions-réponses, on cernera le tout parce qu'avec la pratique, j'en ai vu des cas. Et surtout, dans le cas des pharmaciens, il y a un sujet qui revient très souvent, celui de la responsabilité du personnel. Donc, on est dans la relation employeur-employé. Donc, les conflits d'ordre professionnel et civil. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là?
d'ordre professionnel, c'est tout ce qui a trait à la loi 1704 formant code du médicament, c'est-à-dire la responsabilité du pharmacien dans l'exercice du métier de la pharmacie, c'est-à-dire les indications, le droit de l'information qui est accordé aux consommateurs, tout ce qui est relatif à la dispensation des médicaments, est-ce qu'elle respecte les normes ou bien les indications et les innovations prévues par la loi. Donc, ça c'est d'ordre professionnel. Pourquoi je parle de conflit d'ordre professionnel? C'est pour la conséquence qui en découle. La conséquence, elle est disciplinaire. Alors, il y a des conflits d'ordre civil. L'ordre civil, c'est lorsque le pharmacien provoque un préjudice à un consommateur, à un client. Donc ça peut ne pas obligatoirement consister en la dispensation du médicament. Ça peut être par exemple le manque de précaution. Je ne sais pas, je vais donner un exemple comme ça un petit peu aléatoire. Si on ne prend pas de disposition pour l'accès à la pharmacie, s'il y a un préjudice qui est causé en raison d'un manque de précaution, le pharmacien il est civilement responsable pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour garantir une relation fluide dans la dispensation du médicament. Alors là, c'est un peu plus grave, les conflits d'ordre pénal. Alors la différence entre civil et pénal, dans le civil, il y a deux conséquences possibles. Soit remettre les choses dans un cadre d'I'adat al-Umur ila ma kanat alayh. Soit remettre les choses en leur état initial, soit une compensation financière. Et en général, quand on dit civil, la conséquence qui en découle, c'est une indemnisation. Donc il n'y a pas de sanction privative de liberté, ce qui est le cas pour les conflits d'ordre pénal. Donc dans le pénal, nous sommes dans le cadre un peu plus grave en termes de sanctions. Il y a trois types de sanctions, il y a trois types déjà de gravité. Il y a les contraventions, il y a les délits, il y a les crimes. Et tout dépend de la nature de l'acte qui aura été constaté. La conséquence qui en découlera, soit c'est minime, c'est une contravention, on sait ce qui se passe pour la circulation, soit le délit, donc c'est la phase intermédiaire, où les peines peuvent atteindre 5 ans, soit les crimes, c'est un peu plus grave, c'est-à-dire en cas de décès, etc. Donc l'ordre pénal, c'est-à-dire que la personne est exposée au risque pénal, c'est-à-dire au risque d'être poursuivie par le procureur, par le ministère public, une enquête de la police judiciaire, et s'expose aussi à une peine privative de liberté. Donc il faut faire attention. Et quand je dis d'ordre pénal, ça peut être dans les deux sens. Mais je sais que la pratique révèle qu'il y a les cas des vols, on va en parler tout à l'heure, et quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter tout ça. Alors, les effets juridiques, je viens d'en parler. Donc, la responsabilité civile, elle consiste à réparer le préjudice causé à autrui. Donc, c'est-à-dire, si le pharmacien, et là c'est très important dans la relation employeur-employé, ce n'est pas parce que l'employé a été l'auteur du préjudice que c'est lui qui doit supporter. C'est le pharmacien. Alors, dans le civil, c'est le pharmacien qui est civilement, c'est ce qu'on appelle la responsabilité des préposés, ou bien la responsabilité du fait des personnes qu'on a sous sa garde. Donc c'est la responsabilité civile. Ce qui n'est pas le cas pour le pénal. On va y venir. Donc la responsabilité professionnelle, c'est la responsabilité disciplinaire qui est dirigée, initiée par le Conseil de l'ordre, qui peut prendre un certain nombre de sanctions à l'encontre du contrevenant. Donc la responsabilité pénale, là c'est autre chose. À la différence de la responsabilité civile, il y a un principe très connu en droit, il y a l'individualisation de la sanction. C'est-à-dire que la responsabilité pénale, c'est l'auteur de l'acte répréhensible qui est responsable et qui est peut-être exposé à une peine privative de liberté. Le cas classique, je le donne très souvent, c'est si une unité a plusieurs véhicules, si le chauffeur provoque un accident par sa faute n'ayant pas respecté, par exemple, une limitation de vitesse, il est pénalement responsable parce que c'est lui qui a provoqué, donc c'est lui qui a été l'auteur, mais civilement, pour réparer le préjudice, c'est le propriétaire. Donc le civil et le pénal ont une grande différence. Alors, en termes de preuves, parce qu'il y a une grande différence en matière de preuves, alors dans la procédure civile, il y a une grande différence. La procédure civile nécessite d'apporter la preuve lorsque quelqu'un se prévaut d'un préjudice. C'est ce qu'on appelle la responsabilité, pas par ricochet, mais il y a 3 éléments qui l'encadrent. Il faut prouver la faute. Donc on ne parle pas de responsabilité s'il n'y a pas de faute, on ne parle pas de responsabilité civile s'il n'y a pas de préjudice, on ne parle pas de responsabilité civile s'il n'y a pas ce qu'on appelle le lien de causalité. Ce n'est pas parce qu'il y a préjudice que forcément c'est à cause du pharmacien ou bien de l'employé. Donc il faut prévoir ou bien il faut prouver que c'est en raison d'une intervention ou bien d'un caractère ou bien d'une intervention
illicite de la part de mon employé que le préjudice a été subi par le pharmacien, par exemple. S'il a causé un préjudice ou le pharmacien doit indemniser, ça peut être considéré comme une faute grave qui justifierait le licenciement. On va y venir. Alors, les principes généraux, donc c'est ça le principe, c'est, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait préjudice, une faute et un lien de causalité. Alors, dans la procédure pénale, c'est autre chose. La procédure pénale, il suffit de constater le fait et c'est à la police judiciaire de prouver, ou bien à travers une enquête, de prouver l'existence de la faute et les effets qui en découlent. Les effets qui en découlent, c'est une poursuite initiée par le procureur contre le contrevenant. Alors, dans la gestion des conflits, les mécanismes de traitement, c'est très important, ce n'est pas parce qu'il y a conflit que forcément il faut le pousser vers la procédure. Donc s'il y a un conflit, déjà sur le champ, il faut le régler à travers une série de mesures qu'il faut entreprendre. Donc les mécanismes de traitement, c'est-à-dire comment réagir lorsque je constate une faute imputée à l'employé. Si je constate la chose, comment je fais? Il y a des fautes, et d'ailleurs dans le droit de travail de façon générale, c'est le droit des faits, le waqa'i. Il y a des choses qui arrivent, il y a quelqu'un qui rentre, il y a peut-être un employé qui soustrait de l'argent. Il faut agir immédiatement. Donc, il y a donc les faits, dans les faits, il y a des faits qu'on peut faire constater immédiatement. Dans ce cas de figure, il faut faire appel à des huissiers. S'il est possible de le faire, bien entendu. Parce qu'il y a des actes qui ne se perpétuent pas pour laisser le temps à l'huissier de venir. Donc si c'est un fait qui permet à un huissier de constater, par exemple, je ne sais pas moi, si on a changé de serrure, s'il y a un bris de vitrine, etc. Donc on fait appeler un huissier de justice pour constater le fait. C'est d'une importance capitale. Si le fait n'est pas constatable par huissier, il y a des choses, ou bien il y a des précautions à prendre en amont. C'est pour ça que je vais traiter tout à l'heure l'histoire, est-ce que le placement des caméras est illégal ou est légal ou pas? On va en parler tout à l'heure, il faut le faire parce que ça permet de constater des faits sans avoir nécessairement sans être obligé de faire appel à un huissier de justice. Donc bien à condition de respecter un certain nombre de conditions. Qui sont recevables oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les enregistrements, alors il y a des conditions bien entendu, mais ils sont recevables. Si les conditions sont réunies, d'ailleurs la loi le prévoit, la loi sur la transmission des données personnelles encadre ce cas de figure pour permettre justement, parce que l'idée finale, c'est de s'en servir en cas de besoin. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a des conflits qui naissent entre les parties, et c'est là, après on va transiter sur la vie d'après le conflit, j'insiste sur la médiation comme outil de règlement de conflit, ou bien ce qu'on appelle de façon générale les moyens alternatifs de règlement de conflit. Donc la médiation, il serait intéressant de la prendre dans son cadre général, c'est-à-dire toujours privilégier la discussion avant d'entamer un processus judiciaire ou juridique, parce que ça peut être aussi un arbitrage. Mais la médiation peut être insérée comme étape préalable à toute contestation future. Il faut l'insérer par exemple dans le contrat. Donc je vais y venir tout à l'heure et je vais vous dicter même quels sont les paragraphes, voilà, comment l'insérer dans le contrat afin d'éviter, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'intérêt, il est même ailleurs. À part la morale, à part la vertu, parce que la médiation c'est toujours bon, tout ce qu'on veut, mais même juridiquement c'est très important. Alors, à la différence de la médiation, la médiation c'est la recherche de la solution entre les parties en cas de conflit. C'est-à-dire on essaie de trouver une solution entre nous. Il n'y a rien d'opposable, soit on se met d'accord, soit on ne se met pas d'accord, le problème est réglé. En cas même d'une médiation officielle, on fait un PV d'échec de conciliation et on passe à autre chose. Dans l'arbitrage, c'est autre chose. L'arbitrage, c'est la gestion de conflits à la condition de ne pas le soumettre au juge public. C'est-à-dire l'arbitrage, c'est la justice privée. On peut faire appel, chaque partie peut faire appel à son arbitre. Les arbitres décident entre eux de la décision à prendre. À la différence de la médiation, l'arbitrage est un arbitre qui tranche en faveur d'une personne au détriment de l'autre. On prend position. C'est la justice privée. On les choisit en fonction de la nature du conflit. Alors par exemple, c'est pour ça que l'arbitrage, on préfère de loin aujourd'hui, d'ailleurs ça a été encouragé par Sa Majesté lors d'un discours, essayer de passer par les moyens alternatifs. L'arbitrage, ça prend moins de temps, beaucoup moins de temps, et ça permet d'éviter les procès, on va dire, gratuits, entre guillemets. Je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce que j'entends par procès gratuit.
L'arbitrage, c'est que j'ai choisi mon juge. Parce que dans la justice publique, s'il y a une action qui aurait été déposée au tribunal, on ne sait pas quel juge sera chargé de traiter l'affaire. Et c'est pour ça, je le dis à titre personnel, je partage avec vous, est-ce qu'il y a des juges qui s'auto-récusent, c'est-à-dire un juge qui se dit, écoutez, moi, monsieur qui est en face de moi, il incarne tout ce que je déteste. Donc s'il incarne tout ce que je déteste, je ne suis pas habilité à trancher. Donc, normalement, dans l'éthique, on va dire, écoutez, moi, je préfère me retirer. Ou bien dans une affaire de violence conjugale, une femme qui est membre d'une association de protection des femmes, de violence contre les femmes, elle ne peut pas trancher dans une affaire comme ça, et vice-versa d'ailleurs, dans les deux sens. Donc on ne sait pas où ça va tomber. Donc ce caractère aléatoire, parfois ça gêne les gens. Attention, au dossier où est-ce qu'on en est, on n'est pas sûr, donc il y a toujours un doute. Parfois il y a un aspect technique dans le litige. Il y a un aspect technique, c'est-à-dire est-ce que le juge pourrait avoir la connaissance requise dans le domaine de la pharmacie pour dire que la dispensation, non. Peut-être qu'il n'a pas la formation requise. C'est pour ça que l'arbitrage est important, parce que je choisis n'importe quel arbitre, à condition qu'il soit du domaine du litige. Par exemple, dans un problème immobilier, je préfère faire appel à un architecte qui s'y connaît en matière d'immobilier. En matière bancaire, je préfère appeler un retraité dans le domaine bancaire. Donc l'arbitre, on est libre de le choisir. Chaque partie choisit son arbitre. Et un troisième arbitre est désigné par le tribunal pour favoriser la majorité lors de la sentence. Alors, le principe de l'arbitrage, j'en ai parlé. Et pourquoi c'est important en matière de droit de travail? Parce qu'il y a une exception prévue dans la procédure civile marocaine pour les salariés qui s'estiment licenciés abusivement. Donc, tout salarié qui entend faire valoir ses droits devant le tribunal, l'accès à la justice est gratuit. Il ne paie pas de taxes judiciaires. C'est gratuit. Donc cette gratuité pousse les gens, même en ayant quitté son travail, écoutez, je ne paie rien, je vais mettre la pression, peut-être ça va l'inciter à trouver un arrangement. Et le pharmacien se retrouve dans l'obligation de nommer un avocat, de payer un avocat, de se défendre, de payer peut-être des taxes judiciaires, essayer de ressortir pour se justifier, faire appel à l'huissier pour constater. Donc voilà, donc ça va l'embarquer peut-être dans des choses, alors qu'en réalité, il se peut que le licenciement soit vraiment justifié. Donc cette gratuité, parfois, elle est mal utilisée ou bien abusivement utilisée par certains salariés. Dans l'arbitrage, c'est autre chose. Dans l'arbitrage, je vous promets qu'il y réfléchira 10 fois avant de le faire, parce que l'arbitrage, c'est autre chose, ce n'est pas gratuit. L'arbitrage, son arbitre, déjà, il doit le payer. Mon arbitre, je le paye, et le troisième arbitre, on le paye ensemble 50%, 50%. Donc maintenant, ça l'engage dans des frais. Alors, s'il est sûr de son résultat, peut-être il va s'y engager comme s'il n'est pas sûr, il sait que quelque part les arbitres ne vont pas lui donner raison, je vous assure qu'il ne va pas recourir à cette procédure. Pourquoi c'est important? Parce que si vous insérez cette clause d'arbitrage dans le contrat, le juge public ne peut pas trancher. Adam Qaboul Talab, demande irrecevable. Parce que si on produit le contrat comme une clause d'arbitrage, le juge on arrête. C'est pas moi. Monsieur, vous avez déjà choisi sur le contrat le mode de règlement de votre conflit, il va falloir le respecter. Moi, je ne suis plus habilité à le faire. Donc, tout à l'heure, je vais vous dicter le paragraphe à insérer dans les contrats de travail. Excusez-moi, mais si ne figure pas sur un contrat, c'est fini. Non, alors, oui, ce n'est pas fini, mais je ne vois pas, on peut l'inviter. C'est-à-dire, ce n'est pas l'unique solution pour aller à l'arbitrage. C'est-à-dire, l'arbitrage, on peut y avoir accès soit en amont, en l'ayant prévu dans le contrat dans un premier temps, soit après la survenance du fait peut-être dommageable. Mais cela requiert une grande morale entre les parties. Je vois un salarié peut-être, écoutez, vous dites blanc, je dis noir, on ne va pas se mettre d'accord. Vous savez, il y a des cas où on sait négocier. On n'est pas obligé de licencier quelqu'un parce qu'il y a une faute grave. Je connais des employeurs qui vous disent, écoutez, il ne m'a rien fait, mais il m'a britouche. C'est tout, terminé. Ça arrive, hein, c'est humain. Viens négocier avec vous, monsieur. Donc si on se met d'accord, soit. Donc déjà, le fait d'avoir franchi le pas et arrivé à se mettre à table, c'est déjà une bonne chose. Donc ça veut dire, même moralement, ça veut dire que la personne, elle a une vertu de la négociation. Si on arrive à un accord, on n'a pas besoin d'arbitrage, parce que l'arbitrage, c'est un procès, mais en privé. Si on arrive à un accord, soit si on n'arrive pas à un accord, on propose l'arbitrage. Écoute,
au lieu d'aller au tribunal, ça va prendre, même si vous estimez être dans votre droit de réclamer, enfin de récupérer vos indemnités, ça va prendre 1 an et demi, 2 ans, voire même 3 ans, ça dépend des cas. Pendant qu'il est payé, l'employé? Non, alors ça dépend, parce qu'il y a des cas, il y a des gens qui quittent, après ils viennent négocier, il y a des gens qui négocient avant de quitter, il y a des gens qui s'estiment être placardés, ils viennent négocier avec vous. Ça dépend de la circonstance. Mais pourquoi je dis ça? Parce que l'arbitrage, on peut le prévoir, pas nécessairement sur le contrat. Si on négocie et on n'arrive pas à un accord, on dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord si on signe un protocole comme quoi on est d'accord de soumettre notre litige à l'arbitrage? Donc si oui, on peut le faire même après. Même lors du problème qui serait... Non, théoriquement. Là, théoriquement, je dis ça pour vous dire, ce n'est pas uniquement sur le contrat qu'on doit trouver l'arbitrage. L'arbitrage peut découler soit du contrat, soit même après si les personnes se mettent d'accord sur le principe. Donc, pourquoi j'ai parlé aussi, parce que vous avez bien fait de me soumettre la chose, parce que il y a des conflits qu'on peut anticiper. Vous savez, on sent qu'il y a des détournements, on va y arriver, et la personne commence à suspecter, c'est un salarié qui a pris l'habitude de faire ça, il sait qu'à un certain moment, les questions qui sont posées par son employé sont des questions de quelqu'un qui commence à suspecter quelque chose. Donc il y a des gens qui provoquent les licenciements. Il y a des gens qui font en sorte de provoquer le licenciement pour vous dire, écoutez, pour l'instant, vous n'avez pas de preuves, autant quitter tout de suite. Et puis, pour les années que j'ai passées avec vous, je vais aller réclamer au tribunal mes indemnités. C'est pour ça que, pour le licenciement, faut faire très attention dans la fin de la relation. Ça me permet de faire la jonction entre la durée du contrat, ou bien la validité du contrat, et ce qui se passe après. Si le conflit naît entre les parties, comment s'y prendre? Attention, je ne suis pas d'accord pour une fois avec la jurisprudence marocaine sur une règle qu'elle a établie. S'il y a un conflit et que vous ne respectez pas la procédure de licenciement, vous êtes exposé à payer les indemnités, même en cas de faute grave. Même en cas de faute grave. Même en cas d'ivresse. Même en cas de vol. Même en cas de mutinerie. Il faut, alors c'est la procédure de l'article 62. L'article 62, la procédure prévoit la chose suivante. Va falloir sanctionner une faute constatée depuis 8 jours, dans les 8 jours. C'est-à-dire il faut avoir engagé la procédure dans un délai de 8 jours après sa constatation. C'est-à-dire, l'intérêt c'est quoi? C'est-à-dire c'est pas parce que je vais prouver une faute imputable à mon employé il y a 2 ans et je vais à chaque fois brandir cette menace pour faire de lui ce que je veux. Donc la loi a dit, s'il y a un fait reproché à votre employé, il va falloir engager la procédure dans un délai de 8 jours à compter de sa constatation, bien sûr. Donc si je constate qu'il y a eu vol et je visionne par exemple les enregistrements et je constate qu'il y a eu des détournements, il faut prendre les dispositions pour engager la procédure. Alors la procédure, c'est très simple. Il faut envoyer une lettre. Donc, envoi d'une lettre à l'employé pour une audition préalable. Attention, dans l'objet, il ne faut surtout pas mettre licenciement, ou bien projet de licenciement, ou bien pas du tout. Parce que la procédure, elle est faite pour permettre à l'employé de se défendre. Donc, on vous permet de vous défendre avant de vous licencier. Donc, il y a un cas de jurisprudence qui a été traité où un employeur n'a pas pris la précaution de dire audition tout court. Il a dit audition et licenciement. Donc, ça veut dire que vous avez décidé avant la fin de la procédure. Donc, on vous a condamné. Alors, l'idéal, il y a 3 modes. Il y a en main propre, il y a recommandé, il y a par huissier. Donc, l'idéal, c'est par huissier. Mais attention, pour ce cas de figure, pour l'inviter à venir à l'audition préalable, par huissier de justice, s'il refuse de la prendre en main propre. S'il refuse, parce qu'il est censé la récupérer lorsqu'il est toujours au sein de l'officine ou bien au sein de son travail. Parce qu'on... S'il refuse de la recevoir, c'est contre lui. S'il refuse de la recevoir, maintenant, c'est culturel. Hein. Il y a des gens, d'ailleurs, le conseil que je donne souvent à des amis ou voire même à tout le monde, c'est que lorsqu'un huissier se pointe avec n'importe quel document, on le prend.
Il y a des gens qui vous disent, il m'a envoyé quelque chose, je ne l'ai pas pris. Pensant avoir bien fait, pensant que le fait de ne pas prendre quelque chose, ça vous protège. Bien au contraire, parfois, contre vous, il y a des choses qui vont se dérouler en raison de votre refus, à votre insu. Il y a beaucoup de personnes... Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, si je refuse de prendre? Non, t'as qu'un exemple. L'huissier, il peut venir vous remettre, allez, on va dire 2 documents, parce que parfois, sa mission peut consister en plusieurs domaines. Une convocation au tribunal. Il y a des gens qui ont dit, un huissier de justice qui s'est pointé ici m'a remis une convocation que j'ai refusée, pensant que le fait de refuser va empêcher le juge de trancher. Le refus d'une convocation devient une acceptation après 10 jours. L'huissier, sur son PV, pourquoi il est intéressant de notifier par l'huissier? Parce que l'huissier, il constate le fait. J'ai trouvé le monsieur devant moi et il commence à mettre ses remarques. Donc j'ai trouvé, il a refusé. Par exemple, s'il y a un problème d'adresse, là c'est autre chose. Il n'a pas trouvé la personne. Donc le refus, il est mal perçu par les juges, c'est un refus. Alors le danger, c'est encore beaucoup plus dangereux pour d'autres cas, par exemple pour des mises en demeure qui sont encadrées par la loi. Par exemple dans le cadre du bail. Dans le CRA, la base de toute poursuite, c'est la mise en demeure. Et la mise en demeure, la date de la réception, elle enclenche les délais. Et si on refuse, on ne sait pas quels sont les délais, est-ce que je suis encore dans le délai pour contester, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui disent oui, si, je ne prends pas. Exactement, on peut s'exposer et on va se défendre au tribunal. Alors, là, un exemple, même si on va sortir un peu du sujet, mais ça va dans le cadre général. Pour les loyers. Ce sont des bailleurs d'ailleurs. Pour le loyer, quelqu'un qui ne paie pas son loyer, une mise en demeure lui est adressée avec un délai de 15 jours. Pour un délai de 15 jours pour payer et éviter l'expulsion. Même si la personne paye le 16e jour, je dis bien même si elle paye le 16e jour, elle aura payé hors délai. Donc elle aura payé et elle est expulsée. Pardon. Excusez-moi, pour l'huissier, Oui. nous on a un problème, ils nous donnent une carte nationale avec une adresse et ils vont louer ailleurs. On envoie la lettre à l'huissier dans quelle adresse? Dans l'adresse connue. Alors c'est pour ça que je ne suis pas... Alors, je vous remercie pour... Oui. Il a déménagé ou il est parti. Le L'huissier, il arrive chez lui et il n'est pas présent. Il n'est pas présent, alors ça dépend. Est-ce que vous êtes demandeur au tribunal ou défendeur? Bon, si c'est vous qui envoyez l'huissier, pour une raison quelconque, par exemple pour l'article 62 dont j'ai parlé tout à l'heure, la personne, vous ne l'avez pas encore licenciée, elle est toujours chez vous. Vous pouvez même une mise à pied, peut-être qu'elle est même chez elle. Mais si vous avez un contrat, et dans les contrats, on ne prête pas très souvent attention à une clause qu'on retrouve souvent dans les contrats, élection de domicile. C'est quoi élection de domicile? Élection de domicile, on trouve toujours ça à la fin des contrats. Voilà. Élection de domicile, c'est que attention, je vous dis que l'adresse de communication, c'est celle qui figure dans l'exposé ou dans le préambule. Ça dit quelle adresse dit? Quand il change, on doit changer de contrat. Exactement. En cas de changement, c'est lui qui a un problème. Donc s'il change d'adresse sans vous en avertir, la procédure, vous l'aurez respectée parce que vous n'avez rien apporté de faux dans les énonciations. Il sera notifié d'une manière ou d'une autre. Quand il change d'adresse, il faut qu'on change de Non, pas vous, lui. Non, oui. Lui, élection de domicile. Les parties élisent domicile à leurs adresses sus-indiquées. Tout à l'heure, vous avez dit l'employé, il pourrait ne pas recevoir. Mais après, vous avez dit, s'il ne reçoit pas, il... Là, je parle de la réception de façon générale. Avec nos employés, nous, on les intéresse à... Là, l'employé, il se peut... Alors, on va essayer de voir par hypothèse. Dans le cadre normal, je constate une faute, je prends mes dispositions. Il y a 2 cas de figure. Soit je le garde chez moi, et j'engage la procédure, c'est-à-dire je le garde chez moi, lundi, quand je lui envoie la lettre, je lui dis réunion demain, 17h. Donc le lendemain, ou bien demain, 11h. Donc ça ne lui laisse pas le temps d'aller chercher, il faut qu'il revienne le lendemain pour s'expliquer. Dans ce cas de figure, le type, il est chez vous, donc vous lui remettez en main propre. Donc s'il refuse de prendre en main propre, un huissier de justice se déplace, il le trouve parce qu'il est dans l'officine. Donc ça ne pose pas de problème d'adresse. Le problème d'adresse se poserait si vous constatez une chose et vous avez besoin de temps pour la faire. Par exemple, pour les audits, s'il y a des problèmes financiers, écoutez, on arrête tout, personne ne touche à rien, prenez 2 jours de repos, une mise à pied même s'il le faut, de 2 jours. Donc la personne n'est pas dans l'officine.
Dans ce cas de figure, il va falloir la notifier chez elle. L'adresse, soit je l'ai, soit j'ai une photocopie de sa carte d'identité, soit j'ai le contrat. 3 repères. Donc en général, c'est le contrat. Donc je me réfère au contrat. Même pour le juge, Beaucoup de pharmacies n'ont pas de contrat. Alors, Ils travaillent chez nous quelques mois. ils sont déclarés. Ils déclarent à la CNSS. Là, alors justement, là, c'est pour ça que j'ai parlé d'hypothèse. C'est pour ça que j'ai parlé d'hypothèse. C'est-à-dire, donc l'hypothèse où il y aurait un contrat, on se réfère à l'élection de domicile ou bien à l'adresse qui est prévue sur le contrat. Sinon, s'il est déclaré, il a une adresse forcément parce qu'il aura produit une carte d'identité nationale. Donc c'est l'adresse que je dois suivre. Donc je n'ai pas à aller chercher. Donc s'il ne la reçoit pas, moi de mon côté, la procédure, je l'ai respectée. La procédure n'est pas biaisée parce que c'est lui qui a changé d'adresse. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Sincèrement, je dis à mes confrères, au moment où on va déclarer un employé, sincèrement, il faudrait passer par un avocat parce que moi je suis dans le même problème maintenant. Oui. Et lui, à lui de nous établir un bon contrat et on s'engage à aller. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui se passe pour nous les pharmaciens. C'est que l'employé il montre le meilleur de lui-même Oui. parce qu'il a travaillé quelques mois chez nous. Oui. Je vous assure, une fois Oui, oui. qu'on l'engage et on déclare la CNSS, C'est ça. Bon, vous savez, les cas, c'est pour ça qu'il y a une réforme qui est prévue dans le contrat de travail parce qu'on a pris conscience qu'on ne peut pas garder la rigidité du texte face à une multitude de problèmes qui prennent des formes complètement différentes. Et même les notifications, elles concernent tous les domaines. J'ai parlé de l'exemple du bail, je parle des problèmes de la copropriété, je parle avec les banques pour les crédits. Il y a toujours ce problème de changement d'adresse qui n'est pas punissable, voire même pénalement. Pour les sociétés, c'est une obligation. Mais pour les particuliers, voilà, pas de... Voilà. Mais c'est à charge pour lui. Et c'est pour ça que s'il y avait un contrat, ou bien s'il est question peut-être de prévoir ça avec le conseil, je vais essayer de voir avec le conseil et le syndicat, si on peut prévoir un contrat cadre pour insérer le maximum d'informations. On s'y engage. En cas de changement d'adresse, l'employé s'engage à en informer son employé dans un délai, sous peine de se voir opposer toute procédure qui serait faite à son insu. On peut prévoir ça. Il s'engage, même si élection de domicile, c'est prévu. Rien ne m'empêche de encore enfoncer et éclaircir encore plus les choses. En cas de changement d'adresse, il s'engage à m'en informer. Sinon, je m'en tiens à celle dont je dispose depuis le premier jour. Et c'est lui qui aura un problème. Parce que quand j'aurai initié la procédure de licenciement, je vais l'envoyer, lui ici, il va dire un PV dialogue, comme quoi, inconnu à l'adresse, ou bien a changé d'adresse, selon les voisins, il a changé d'adresse. Mais pour moi, la procédure, je l'aurais respectée. C'est lui qui a un problème, pas moi. Il a dit que ça, s'il change d'adresse, je prends la décision. C'est pour ça que je reviens à la description de la procédure. Faute, 8 jours. Lettre pour audition. En général, le lendemain. Il y a des juges qui disent qu'on la constate à 11h, on ne va pas le convoquer à midi. Parce qu'il faut lui permettre, il faut lui donner le temps de se défendre. L'audition se fait dans le lieu de travail. Dans le lieu de travail, exactement. Et voilà les faits qui vous sont reprochés. Alors, pour certains cas, un petit peu pour éviter les mauvaises interprétations, il y a des employeurs qui essayent de mettre le maximum de fautes. On vous impute des détournements en date de insulte, en date de... Non. En général, c'est une faute ou deux pour avoir de la crédibilité. C'est-à-dire, non, il vaut mieux avoir une seule ou deux fautes. Il connaît une connexion binette. Par exemple, détournement, vol. Voilà, il faut qu'il s'explique et on lui donne un délai de 24 heures. Donc le lendemain, il est auditionné. Attention, la jurisprudence dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a établi un principe. Il n'est plus question de faire assister un huissier de justice. Il y a des gens qui appelaient des huissiers pour assister à l'audition. Vous avez Les autres employés, oui, comme témoins. C'est-à-dire Oui. Là, même pas. Là, c'est parce que le témoignage, c'est pas parce que c'est pas un procès. C'est pas un procès. C'est une audition. Là, parce que la loi, parce que le monsieur, c'est juste un principe établi par la loi. C'est-à-dire que le صلح ماشي صلح منحه فرصة الدفاع. Bien sûr. Là, attention. Un cas de figure, il se peut que je sois convaincu par ses arguments. Quand on dit la procédure préalable au licenciement, il se peut qu'effectivement, tu crois que le jour J, c'était pas moi. Mais si les caméras, par exemple, Oui, mais ça dépend des cas.
Voilà, non, vous n'êtes pas obligé. Monsieur, on vous reproche ceci. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Juste le messe. Oui, non, je rejette, c'est pas moi, vous n'avez pas de preuve. Peu importe, l'essentiel c'est que... Alors, c'est prévu par la loi. Donc, il est là pour donner, pour se justifier. On lui donne un droit de réponse. Voilà. J'ai dit, on vous reproche ceci, cela, expliquez-vous. Sans pour autant qu'il y ait des témoins. Là, quand il est délégué de personnel, mais ça pour les entreprises de 25 à 50 mais ce n'est pas le cas des officines. Le délégué de personnel, il a le droit d'assister pour un certain nombre la taille de l'entreprise, et elle permet au délégué d'être présent. Alors, après l'audition, monsieur assisté, il a déclaré que tatati tatata. Il a dit que ça, il faut prendre la décision dans les 40... Qui c'est qui l'a? C'est vous? لا كيدار l'employeur, peu importe, l'employeur ou l'employeur une secrétaire, peu importe, il connaît un PV de réunion. Il doit être signé. Exactement, le PV qui est signé. Anna magique. Le PV, il doit être signé. Monsieur a déclaré que si sa déclaration correspond à ce qui a été écrit, il est censé signer. S'il ne le signe pas, c'est autre chose. Anna magique. Donc, pour avancer un peu plus vite, l'audition, on l'a fait, il y a un PV, déclaration, signature. L'employeur a un délai de 48 heures pour décider. 48 heures. Vous décidez quoi? Décider licenciement ou pas, mise à pied, arrêt, avertissement, c'est lui qui sanctionne. Donc, il a un délai de 48 heures pour le faire. Et que c'est avec un courrier. Alors, le courrier, la loi part d'un courrier recommandé. Vaut mieux faire les deux. Vaut mieux faire les deux. Parce qu'il y a des gens qui ont surfé sur la loi pour dire, il y a des gens qui ont notifié la décision de licenciement par huissier. Les juges, ils cherchent là où la loi de recommandé, c'est le recommandé. Même si entre nous, recommandé ou l'essentiel, c'est la réception. D'accord? Donc, il vaut mieux faire les deux, comme ça, on est tranquille. Bien sûr, walakin pour vous, parce que dans ce cas de figure, qu'il le reçoive ou pas, il va aller en justice. Mais pour vous, pour le dossier à préparer, j'ai le bordereau, fait une date. J'aurais respecté les 48 heures. Recommandé, mais sans accuser la société. Là, quand c'est pas recommandé, pour moi, j'aurais respecté la procédure. D'accord? Alors, vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure, voilà, en cas de refus. Donc, s'il ne se présente pas, s'il refuse de signer, la loi est là de façon impersonnelle. En cas de refus de prendre part à la réunion d'audition, en cas de refus de signer le PV, il est fait recours à l'inspecteur de travail. Mais qui fait recours? Il est fait. Bni al-majhoul. Yatimul lojo. C'est-à-dire, si moi j'engage la procédure et que l'employé ne vient pas, j'informe l'inspecteur du travail. Par écrit. En date du, voilà, monsieur a été convoqué à l'effet kadakada, il ne s'est pas présenté pour respecter scrupuleusement la loi, pour rester dans le cadre de la loi. Voilà, de façon générale. Voilà, je ne sais pas si on... مازال شوية؟ Ça fait... Oui, on a débordé شوية. D'accord, l'employé, parce que là, l'employé, il est exonéré des taxes, de payer des taxes, etc. Oui, Mais pas l'employeur. Oui, ça j'ai compris, mais pas l'avocat, pas son avocat. Melo. C'est-à-dire qu'il n'a pas droit à un avocat gratuitement, lui. Là, l'avocat, qu'il y a des avocats, avec mon respect à mes confrères, qu'il est tiré 25% au résultat. Je pensais qu'il était gratuit l'avocat. لا هذيك المساعده القضائيه سي ان بو بلو هذا المساعده القضائيه ويقدر اللي ما عندوش يقول لك بغيت محامي عينوا لي محامي تيقول لي هذيك 25% سي لا نورم ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي c'est prévu Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle ça serait utile. Et c'est là, comment convaincre l'employé que vous avez depuis 5 ans à signer un contrat. Il faut lui montrer un intérêt. Si ça correspond à une augmentation, vous le l'augmentation. Voilà, dire un contrat. Ou là, pour des considérations administratives, pour la déclaration d'elle qu'on nous impose de céder le contrat. Donc, le maître à l'ancienneté d'elle, le préambule, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il a un contrat, je renie l'ancienneté. Non, monsieur, le préambule, on va déclarer que monsieur a occupé tel poste depuis la date 2. L'ancienneté d'elle qui sera intouchable.